pour poursuivre, je citerai un philosophe japonais, Nishi Amane, qui était un grand admirateur d'Auguste Comte, et qui proposa en 1874 de supprimer carrément l'écriture idéographique en japonais, et même les syllabaires japonais, pour adopter l'écriture alphabétique. Et pour justifier cette mesure extrêmement radicale et que peut-être personne ne souhaitait à l'époque, à part quelques experts dans les hautes sphères de l'État, Amane disait « S'il n'y a pas 100 dommages, ce n'est pas la peine de changer les lois ». Donc ici, de la même manière, on va dire quels sont les dommages qui justifieraient qu'on prenne la peine de supprimer les sexes de l'état civil alors que, je le disais, presque personne ne le réclame. En fait, sur ce point, je dirais, je ferai la comparaison suivante. Ma perception de la manière dont les questions de genre sont traitées dans la société a fait de moi un peu l'équivalent de ce qu'est un végétarien en terre omnivore. C'est-à-dire, quelle expérience fait un végétarien tous les jours? Il prend par exemple le métro et puis il voit des affiches de côtes de bœuf saignantes, des nuggets de poulet, du jambon, etc. Enfin, bon, et effectivement, parfois on voit des affiches taguées cadavres, meurtres, etc. C'est-à-dire, quelle est l'expérience du végétarien interomnivore? C'est celle d'être choqué et heurté par quantité de choses qui paraissent absolument normales et insignifiantes à la majeure partie de la population. Bon, mais sur cette question de la différence des sexes, le fait d'avoir la chance d'élever une petite fille m'a placé dans une situation un peu similaire. C'est-à-dire, tout à coup, je me suis mis à être heurté par des choses qui paraissaient aux gens extrêmement banales. C'est-à-dire le fait qu'à 1 an, ma petite fille avait déjà reçu 5 poupées, alors que j'avais interdit à un certain nombre de personnes d'en offrir, mais en disant c'est bon, mais on en avait quand même reçu 5 spontanément. Ce genre de choses, vous voyez. Donc le fait que, j'y reviendrai, on ne puisse pas se déguiser en ce qu'on veut dans notre pays. On est obligé d'être un garçon ou une fille, rose ou bleu. Ça a structuré en moi une sorte de malaise constant, de dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dès la naissance, en fait, on a besoin de répéter aux enfants et d'aller au-devant de leurs désirs concernant un certain nombre de représentations. Représentations qui sont, il me semble, beaucoup plus puissantes et clivantes aujourd'hui qu'elles n'étaient, par exemple, du temps de mon enfance, je pense, sans vous faire de mon enfance un espace idéalisé et préservé, mais il me semble que vraiment on est allé dans le sens d'un renforcement du clivage qui a suscité, en tant que père et éducateur d'une petite fille, l'expérience que j'indique ici du malaise et de la colère. Donc, je l'ai indiqué, un monde où il est impossible de se déguiser en abeille. Impossible. C'est-à-dire, quand vous vous présentez dans un magasin de jouets mainstream pour demander un déguisement, la première question qu'on vous pose, c'est pas en quoi vous souhaitez vous déguiser, enfin déguiser votre enfant, mais fille ou garçon. Voilà. Et effectivement, vous êtes orienté vers 2 espaces complètement dissociés, avec des chevaliers et des princesses. Et si vous souhaitez vous déguiser en abeille ou en quoi que ce soit d'autre qui ne soit pas stéréotypé de cette manière, c'est juste impossible, au sens où ça n'est pas proposé. Et puis au bout d'un moment, les enfants, de toute façon, je veux dire, je ne vais pas déguiser ma fille en abeille contre sa volonté, pour qu'elle soit la seule abeille dans un monde. Donc il y a un problème d'intégration sociale des enfants aussi, qui de toute façon fait que même si les parents se mettaient à fabriquer eux-mêmes des costumes d'abeilles, ça ne servirait absolument à rien. Donc c'est ce que j'appellerais ici le grand enfermement, hein, qui commence dès la naissance avec l'enfermement dans le bicolorisme, pas de vert, pas de jaune, mais du rose ou du bleu, ou disons rechercher du vert ou du jaune est un acte déjà politique et militant, hein, ça demande une démarche active. L'univers princesse et pirate ou chevalier qui donc structure l'ensemble des choix de jouets et de déguisements. J'ai mis Baby Daddy, parce que j'ai revu récemment la scène du Millionnaire où Marilyn Monroe danse en pull mohair devant Yves Montand. Et voilà, ça fait partie des choses qui structurent la relation des sexes, c'est-à-dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est pas Baby Daddy, c'était
pute et macro, mais comme ce sont des expressions qui peuvent choquer, j'ai préféré prendre une expression plus sobre, atténuée, on va dire. Mais pour moi, voilà, c'est la résultante du fait que les femmes sont élevées, les filles sont élevées pour plaire, et les hommes pour dominer. Voilà, il y a un rapport sur qui regarde l'autre qui est extrêmement important. Également, pendant que je préparais cet exposé, j'ai lu beaucoup de livres de Nancy Houston, et notamment Reflet dans un œil d'homme, où elle développe beaucoup cette idée que de toute façon, les femmes sont faites pour être regardées et qu'elles aiment ça, et que le monde est fait comme ça et qu'il n'y a rien à faire d'autre. Bon, d'autres, disons, dichotomies qui peuvent être évoquées, l'intérieur versus l'extérieur, l'émotion versus l'agression. Mais donc, finalement, la question que je veux poser à partir de là, c'est comment élevons-nous nos enfants? Si on répond à cette question, on comprendra comment sont les hommes et les femmes à l'âge adulte, en fait. Donc ici, il y a des enjeux éducatifs qui sont vraiment importants, et ils sont tellement importants que quand le gouvernement a voulu mettre en place un programme qui s'appelait les ABCD de l'égalité, qui consistait justement à travailler sur les stéréotypes, ben, il a fait très vite machine arrière parce que ça suscitait énormément de résistance et de réticence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les conservateurs, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la différence des sexes n'est pas un sujet de négociation ou de discussion ou de débat politique, considèrent cependant que l'éducation a un pouvoir suffisant pour risquer de mettre en cause ce fondement de la différence des sexes. Sinon, on ne s'opposerait pas à ce qui est raconté dans les écoles sur ces questions. On dirait juste que c'est des bêtises, on nous fait perdre notre temps. Mais au contraire, c'est considéré comme très important puisque dès qu'on propose une autre manière d'éduquer ou de sensibiliser les filles et les garçons, à partir de ce moment-là, tout le monde lève son bouclier pour protester et le gouvernement recule. Comment élevons-nous nos enfants? J'ai donné déjà quelques éléments, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la différence des sexes passe aussi à travers la réussite scolaire. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement, là j'ai évoqué les petites filles qui sont assignées à un destin, disons, d'être belles et de se taire. Les garçons aussi ont intérêt, ont à gagner à expérimenter d'autres dispositifs. Parmi les élèves exclus des collèges, 100% de garçons à peu près, hein, et parmi les élèves qui échouent, qui sont en échec scolaire, encore une fois, principalement des garçons. Donc en fait, il y a quand même, ici, je pense, on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de la biologie, mais je pense quand même qu'il y a des questions éducatives qui sont ici importantes. Alors concernant cet échec, je vais prendre un autre sens du mot échec, c'est la question du jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, je ne sais pas si certains parmi vous le pratiquent, mais les échecs sont, dans notre pays, principalement pratiqués au masculin, en fait. Il y a très très peu de femmes grands maîtres, et dans le top 100, très peu de femmes également. Donc, on a l'impression qu'effectivement, il y a une supériorité très claire des hommes pour la pratique des échecs. C'est au point que, en fait, alors qu'il s'agit uniquement de capacités intellectuelles, on va dire, qui sont mobilisées dans le jeu d'échecs, de stratégie, etc., qu'on rapporte peut-être aux mathématiques, mais voilà, les championnats garçons-filles sont séparés dans le monde des échecs. Pourquoi alors? Est-ce que c'est câblé biologiquement aussi? Est-ce que ça sera la réponse à tous les problèmes? En fait, on s'aperçoit que dans d'autres pays où la proportion de femmes qui jouent aux échecs est plus grande, en Chine, en Géorgie, etc., à ce moment-là, on a également plus de femmes grands maîtres, plus de femmes dans le top 100. Donc en fait, on voit bien que c'est au départ une pratique sociale, le fait que les échecs soient principalement un jeu de garçons et pas un jeu de filles, qui entraîne la rareté ou la faiblesse des performances des filles et des femmes dans le jeu des échecs. Augmenter ou favoriser l'accès aux échecs pour les filles et il y aura plus de championnes d'échecs. Donc ici, on voit la dynamique pédagogique très importante, c'est-à-dire la manière dont des possibilités ouvertes et fermées produisent des effets extrêmement importants. Et ici, je cite justement comme contre-exemple en fait un pédagogue hongrois, Paul Gár, qui a produit des championnes d'échecs. Il a eu des filles
et il les a éduquées de manière à ce qu'elles soient des championnes d'échecs, et ça a marché. Elles ont battu les plus grands champions d'échecs, elles sont toutes devenues championnes du monde d'échecs, etc. Donc voilà, il suffit de mettre en place des principes éducatifs pour que tout à coup l'horizon des performances et le caractère apparemment inexorable de certains échecs soient complètement renvoyés au passé. Donc je ne dis pas qu'il faut juste fabriquer des écuries de championnes d'échecs, etc. Mais je prends juste cet exemple comme une sorte de laboratoire d'une activité où effectivement on voit qu'on peut agir pour transformer les choses. Alors là, j'entre sur les questions un peu qui font de mon intervention ce soir un peu un ballon d'essai, quoi. J'ai posé un certain nombre de questions pour ou contre. Alors voilà, concrètement, j'ai la phrase de Nishi Amane, hein, quels sont les mots, quels sont les problèmes qu'on va résoudre, etc. Le port du voile, ça crispe, c'est un sujet qui crispe la société. Est-ce qu'on va le résoudre avec cette méthode? J'ai dit, pour moi, un cheveu est un cheveu, c'est-à-dire un cheveu, c'est quoi, la kératine peut-être. J'ai pas révisé ma chimie du cheveu avant de venir, mais les cheveux sont identiques, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on les survalorise en disant des cheveux doivent être cachés et des cheveux peuvent être montrés? Voilà. Pour moi, c'est la réponse rationnelle à cette question du voile. Un cheveu est un cheveu, pourquoi est-ce qu'on l'investit de valeur? Mais bon, c'est une réponse qui est absolument inaudible parce que voilà, la manière dont on perçoit son corps, la question du sacré, de la pudeur, etc., passe au-delà de la chimie. Donc c'est une réponse très faible. Mais il me semble que plus largement, plus généralement, notre incapacité à fournir une opposition fondée en raison concernant le port du voile, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous ne voulons pas que des femmes de confession musulmane portent le voile et pourquoi est-ce que nous pourrions ou devrions l'interdire, il me semble que nous avons du mal à formuler une réponse construite. Alors il y a le principe de laïcité qui est extrêmement débattu, des questions d'égalité des sexes, etc., qui sont extrêmement débattues, mais au fond, ça patine en fait. Et on voit bien que depuis les premières affaires dans les années 1990 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas produit d'effet convaincant. Et il me semble qu'une une raison de cette incapacité de fournir des éléments clairs pour trancher ce débat, pour dire vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit de porter le voile et voici la raison, est liée au fait que finalement nous sont mises en concurrence deux manières de marquer le corps féminin. Et c'est très clair, j'ai regardé du coup quelques vidéos de prédicateurs musulmans comme l'imam du Bourget ou des choses comme ça qu'on trouve sur Internet de manière extrêmement facile. En fait, c'est deux logiques de marquage du corps féminin. On a d'un côté le marquage donc, islamique. La femme est un bijou à protéger. Sa pudeur doit être mise à l'abri des regards, des agressions, etc. Alors qu'à l'inverse, le marquage social ordinaire, on va dire, ou dit laïque, va être celui de la femme à exhiber. Et on a cette dichotomie entre, disons, le voile versus le string, la pudeur versus l'hypersexualisation. Et de fait, je crois que c'est ça la raison principale pour laquelle on n'a pas d'objection ou de principe qui permettrait de trancher la question de manière claire, c'est que on peut toujours nous objecter, mais vous, de toute façon, vous ne faites pas autre chose que marquer également le corps féminin, simplement vous le marquez différemment, vous le marquez en l'hypersexualisant, et de fait, pourquoi des petites filles, dès l'âge de 3-4 ans, veulent mettre des talons hauts, veulent mettre du vernis à ongles, etc. C'est une question, mais il me semble que ça participe de ce dispositif général, le marquage du corps féminin. À partir de là, alors c'est toujours expérimental ici, hein, donc j'attends de vous des réactions et des éléments de débat, mais disons, voilà, réfléchissons sur qui sont les personnes défavorisées, victimes de ségrégation. Il y a celles qui sont exclues en groupe, qui sont exclues par quartier, voilà. Il y a celles qui sont exclues au cas par cas, par exemple les handicapés. Ils ne sont pas ségrégés, mais ils sont exclus de fait par l'accessibilité d'un certain nombre de services.
Et alors, quelle est la situation des femmes dans ce cadre-là? Les femmes, on va dire, d'un point de vue sociologique, vont être défavorisées, mais non ségrégées. C'est-à-dire, comme les malvoyants, comme les gens en surpoids, comme, etc., elles circulent dans la population globale, mais elles sont défavorisées. Simplement, c'est un statut défavorisé, on va dire, qui est très particulier dans la mesure où les femmes ne sont pas du tout une minorité. Elles représentent en général 50% de la population et elles sont diffuses dans l'ensemble du corps social. Hein. Les femmes ne vivent pas en général toutes seules, elles vivent au milieu des hommes. Donc c'est une situation extrêmement particulière si on considère la femme comme catégorie défavorisée. La sociologie a beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Quelle est la situation des femmes? C'est une situation défavorisée mais pas ségrégée, et donc au sens où il y a donc des femmes partout. Et ça c'est très important parce que ça explique, ce que j'essaye d'expliquer par là, c'est pourquoi est-ce que justement cette question de l'égalité des sexes suscite globalement une indifférence, voire un agacement à la limite. Voilà. Donc, il me semble que la question des femmes, par ailleurs, joue un rôle extrêmement problématique dans la mesure où on peut dire que sur la question des femmes, les sociétés patriarcales comme les sociétés dites modernes se comportent de manière comparable. Comparable, ça ne veut pas dire identique, hein, mais comparable, c'est ce que je disais, avec les deux logiques de marquage, la poupée putain occidentale versus le joyau voilé musulman, les deux logiques de discours qui font que dans les deux cas, les femmes sont marquées. Et le sociologue Erving Goffman dit que la manière dont nous traitons les femmes, le statut des femmes dans les sociétés, introduit en fait un élément de comparaison entre les sociétés égalitaires et les sociétés traditionnelles ou patriarcales. Et il dit que c'est un éclat d'un bloc minéral très ancien. C'est-à-dire, peut-être que notre société ultra-contemporaine, ultra-moderne, etc., libérale, sur cette question-là, est encore en fait marquée par un reste ou un élément qui la rend comparable aux sociétés traditionnelles. Un autre élément qui nous permet de décrire ce que c'est que donc être une femme, c'est qu'être une femme n'est jamais être une femme dans un groupe de femmes. Les femmes ne vivent pas donc isolées des autres parties de la population, en particulier ne vivent pas isolées des hommes. Le père, le mari, les fils transmettent des avantages, donc elles vivent avec la catégorie dite favorisée de la population, au milieu de la catégorie favorisée de la population, avec lesquelles elles entretiennent différents liens de filiation, liens de conjugalité, etc. Et par là même, par le fait que la société soit organisée de manière domestique, on va dire, c'est-à-dire la structure familiale est quand même l'élément qui structure notre vivre ensemble, eh bien, la cellule familiale joue un rôle, disons, d'unité qui peut s'opposer, disons, à l'ensemble de la société. Ce qui se met en place ici, c'est une dialectique, disons, entre les structures familiales dans lesquelles les individus vivent, dans lesquelles ils développent des relations d'amour, d'affection, de solidarité, et puis les questions sociales qui fonctionnent à un autre niveau, les situations sociales qui fonctionnent à un autre niveau. Alors je fais un peu ces développements un peu, on va dire, théoriques, quoi, pour essayer de voir la manière dont, justement, nous essayons de traiter la question du voile. Faut-il agir au niveau de la famille ou agir au niveau de l'État? Donc, par là, je m'appuie un peu sur les travaux de Godelier, pour qui il y a une opposition entre, justement, le niveau de la famille, des liens de parenté, qui est extrêmement importante pour la manière dont les individus naissent, dont les individus se constituent, etc. Et puis la question sociale, en fait, ce qui se passe au niveau politique, etc.
On veut transformer les familles, on voudrait par exemple que dans certaines familles, les femmes ne portent plus le voile, etc. On veut imposer ça au niveau de l'État, mais il me semble que malgré tout, on ne fait rien au niveau de l'État. Et l'exemple que je voudrais donner ici, c'est ce que j'appelle ici une brève histoire politique de la Ve République. C'est le fait que, ah oui, on est pour l'égalité des femmes, etc., mais en même temps, regardons ce que nous faisons, nous. Aucune femme n'est devenue présidente de la Ve République, depuis 1958, aucune. Combien de femmes ont été en situation de devenir présidente? Une seule, c'était Ségolène Royal en 2007, et puis depuis, plus rien. Alors peut-être 2017, ça va donner autre chose, on verra. Et on pourra s'interroger sur ce que c'est que, est-ce que c'est un bienfait qu'une femme en politique, est-ce que les femmes font de la politique différemment des hommes, etc. C'est des questions qu'on avait déjà agitées au moment de la loi sur la parité, justement. Mais voilà, combien de femmes en situation de devenir présidente? Pour l'instant, une seule. Alors on se reverra dans 2 ans. Mais voilà. Et combien de femmes Premier ministre alors? Une seule également, c'était Édith Cresson, et puis c'est resté dans les mémoires parce qu'elle n'a même pas duré 1 an, c'était 332 jours, je crois, un truc comme ça. Et donc une seule qui a été le plus court séjour à Matignon, c'était... voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire après ça que les hommes et les femmes sont égaux? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas un plafond de verre? Moi, je pense qu'il y a un vrai problème sur la manière dont nous représentons l'autorité. Et je pourrais revenir en détail sur la campagne de Ségolène Royal en 2007, mais un certain nombre de reproches lui ont été adressés qu'on n'adresserait jamais à un homme. Voilà, il y a eu tout ce qu'il y a eu sur la bravitude, il y a eu toute la polémique sur le nombre de sous-marins qu'elle avait le mauvais goût d'ignorer. Ce genre de choses. Mais donc, il y a une question sur la manière dont nous regardons les femmes et dans la manière dont... Le fait que, il y a Angela Merkel en Allemagne, il y a eu des présidentes en Finlande, par exemple, etc. Mais chez nous, j'ai l'impression que c'est très difficilement concevable.